Un milliardaire, un serveur noir et un enfant handicapé. Une rencontre qui bouleverse une vie. Antoine Mericourt, désemparé, observait son fils Lucas tenter, sans succès, de porter sa fourchette à sa bouche dans l'atmosphère raffinée du restaurant Bellevue. Ce soir-là, Lucas, 12 ans, atteint de paralysie cérébrale, rencontrait plus de difficultés que d'ordinaire. Autour d'eux, les regards désapprobateurs des autres clients pesaient lourd. C'est alors que Jacques Lefebvre, un serveur engagé depuis seulement 3 mois, remarqua la scène. D'un pas assuré, un sourire doux aux lèvres, il s'approcha de leur table. « Excusez-moi, monsieur, puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix posée. Antoine le dévisagea, méfiant. Personne, hormis des thérapeutes ou des médecins hors de prix, n'avait jamais eu le droit d'assister son fils. « Nous n'avons besoin de personne. Nous nous débrouillons, » répondit-il sèchement. Jacques hocha la tête avec respect, mais ne s'éloigna pas complètement. Discrètement, il continua d'observer Lucas, qui luttait, laissant tomber de la nourriture sur sa chemise. « Papa, je n'y arrive pas », murmura l'enfant, les larmes aux yeux. Antoine soupira, impuissant. Il avait investi des millions en traitement, et pourtant, dans ces moments simples, il se sentait démuni. Jacques revint vers eux. « Monsieur, j'ai de l'expérience. Ma sœur souffre d'une condition similaire. Si vous me le permettez. » Avant qu'Antoine ne puisse refuser à nouveau, Lucas leva vers le serveur un regard rempli d'espoir. Ce regard brisa les défenses du père. 5 minutes, concéda-t-il en se reculant légèrement. Avec des gestes précis et pleins de douceur, Jacques ajusta la chaise de Lucas, glissa une serviette sous son poignet pour plus de stabilité, puis, guidant sa main tenant la fourchette, il dit calmement « Voilà, petit, ressens le mouvement. Ne force pas. » À la stupéfaction d'Antoine, Lucas réussit à porter la nourriture à sa bouche sans rien renverser. Un sourire illumina son visage, un sourire que son père n'avait pas vu depuis des mois. « Regarde, papa, j'ai réussi !» s'exclama Lucas, rayonnant. Jacques continua de l'aider quelques minutes, lui enseignant des techniques simples mais efficaces. Lorsqu'il s'éloigna pour reprendre son service, Lucas mangeait déjà avec une autonomie nouvelle. À la fin du repas, Antoine fit appeler le gérant. Jacques, craignant d'avoir outrepassé ses limites, fut surpris lorsque le milliardaire lui tendit une épaisse enveloppe. « Veuillez accepter ceci en remerciement. » Jacques hésita. « Monsieur, j'ai simplement fait ce que toute personne devrait faire. Je ne peux pas accepter. »« Pourquoi pas ?» demanda Antoine, habitué à tout résoudre par l'argent. « Parce que le sourire de votre fils est déjà une récompense suffisante, » répondit Jacques avec sincérité. « Ma sœur, Juliana, a aussi une paralysie cérébrale. J'ai appris ces techniques grâce à ses thérapeutes. » Quelque chose changea à Antoine. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un refusait son argent. « Et comment prenez-vous soin d'elle » demanda-t-il, sincèrement curieux. « C'est difficile. Je travaille ici et comme livreur. Ma mère est malade et a besoin de soins. Je fais ce que je peux. » Antoine observa son fils, qui regardait Jacques avec admiration. Une idée germa. « Accepteriez-vous de devenir l'aide-soignant personnel de Lucas ? Le salaire serait 5 fois celui que vous gagnez ici. » Les yeux de Jacques s'écarquillèrent, incrédule. « Monsieur, je n'ai aucune qualification formelle. »« Vous avez l'essentiel, » l'interrompit Antoine, désignant Lucas, qui souriait toujours. Il n'a pas souri ainsi depuis des mois. Quelques jours plus tard, Jacques arriva dans le quartier huppé du Montfort, à Paris, devant l'imposante demeure des Mericourt. Le contraste avec son quartier modeste était saisissant. Vaste jardin, architecture moderne, tout respirait le luxe. Madame Bernadette, gouvernante chez les Mericourt depuis 30 ans, l'accueillit avec un regard scrutateur. Monsieur Antoine est absent. Il a dû partir pour affaires à Brasilia, annonça-t-elle d'un ton distant. Je vais vous montrer votre chambre et les consignes. En traversant les couloirs luxueux du manoir, Jacques remarqua les regards curieux, parfois hostiles, des autres employés. Il comprit vite pourquoi. Il était le seul employé noir de la maison, et son embauche soudaine à un poste privilégié ne passait pas inaperçue. « Voici la chambre de Lucas », indiqua Bernadette en s'arrêtant devant une porte blanche. Le docteur Marc, le kinésithérapeute, vient les lundis et mercredis. L'orthophoniste, les mardis et jeudis. Le vendredi est réservé à l'hydrothérapie. Vous devez suivre strictement la routine établie par les spécialistes.
Jacques acquiesça, s'efforçant de mémoriser ces informations. « Puis-je voir Lucas maintenant » demanda-t-il. Bernadette plissa les yeux. « Il se repose, monsieur Jacques. Dois-je vous rappeler que vous êtes ici pour assister, non pour décider ? Lucas est entouré d'une équipe de spécialistes hautement qualifiés. »« Je comprends parfaitement, Madame Bernadette, » répondit Jacques avec humilité. « Je suis ici pour aider comme il le faudra. » La gouvernante parut légèrement surprise par cette réponse polie. « Votre chambre est dans l'aile du personnel. Monsieur Antoine a insisté pour que vous ayez une des meilleures, avec salle de bain privée, ajouta-t-elle, sans masquer sa désapprobation. Il revient dans 2 jours. D'ici là, familiarisez-vous avec la maison et la routine de Lucas. » Cette nuit-là, Jacques ne dormit pas. Il pensait à sa mère et à sa sœur, qui pourraient désormais vivre mieux grâce au généreux salaire d'Antoine. Il leur avait laissé une partie de son premier salaire pour qu'elle ne manque de rien. Le lendemain matin, il rencontra enfin Lucas dans des circonstances plus ordinaires. Installé dans son fauteuil adapté, le garçon regardait par la fenêtre, l'air absent. « Bonjour, Lucas, tu te souviens de moi ?» demanda Jacques en entrant après avoir frappé. Le visage de l'enfant s'illumina. « Le serveur du restaurant » s'exclama-t-il avec difficulté, mais avec joie. « Tu es venu me rendre visite ? En réalité, ton père m'a engagé pour t'aider. Si ça te convient, bien sûr. » Lucas sourit de toutes ses dents. « Tu vas m'apprendre à manger tout seul encore. » « Ça, et bien plus, promis Jacques. On peut commencer maintenant. » Dès ce jour, la routine du manoir changea subtilement. Jacques introduisit de petites modifications dans les activités de Lucas, transformant les exercices monotones en jeux amusants. Au lieu de répéter mécaniquement les mouvements prescrits par le kinésithérapeute, il inventa des activités ludiques aux mêmes objectifs. Mais tout n'était pas rose. Jacques sentit vite une résistance à sa présence, notamment de la part de Bernadette et d'autres employés anciens. Des incidents commencèrent à se produire. Des horaires de médication modifiés, des équipements adaptés disparaissant mystérieusement, des messages non transmis. Un matin, le docteur Marc arriva furieux pour la séance de kinésithérapie. « Pourquoi Lucas n'a-t-il pas fait les exercices que j'ai recommandés ?» demanda-t-il, fixant Jacques avec hostilité. « Il les a faits, docteur, » répondit Jacques calmement. « Nous avons simplement adapté la manière de les réaliser. »« Adapté ? Qui vous a autorisé à modifier mes prescriptions ?» s'emporta le kinésithérapeute. « Vous n'avez aucune formation. » Lucas, présent, intervint. « Docteur Marc, regardez ce que je peux faire maintenant. » À la surprise du médecin, le garçon leva le bras et attrapa un ballon, un mouvement qui lui demandait autrefois un effort considérable. « Comment as-tu fait ça ?» demanda le spécialiste, stupéfait. « Jacques m'a appris à penser le mouvement différemment, » expliqua Lucas, fier. « J'imagine que je joue au basket. » Le docteur Marc observa attentivement les progrès de Lucas. À la fin de la séance, il demanda à parler à Jacques en privé. « Je dois l'admettre, je suis impressionné, » confessa-t-il. « Lucas a progressé plus en quelques semaines qu'en 6 mois. »« Merci, docteur. J'ai simplement adapté ce que j'ai appris avec ma sœur, » expliqua Jacques. « Parfois, une approche différente fait toute la différence. »« Intéressant, » murmura le spécialiste. « J'aimerais en savoir plus sur ces adaptations. Peut-être pourrions-nous collaborer. » Cette petite victoire donna à Jacques la confiance nécessaire. Au fil des semaines, d'autres professionnels suivant Lucas remarquèrent ses progrès et devinrent plus réceptifs à ses suggestions. Quand Antoine revint de son voyage, il fut émerveillé par les changements chez son fils. Lucas était plus communicatif, accomplissait des tâches simples avec plus d'autonomie et surtout, souriait davantage. « Comment as-tu fait ?» demanda le milliardaire, observant son fils manier des couverts adaptés pendant le dîner. « Je n'y suis pas arrivé seul, monsieur, » répondit Jacques modestement. Lucas avait ce potentiel. Nous avons juste créé un environnement où il se sent en confiance pour essayer. Antoine hocha la tête, pensif. Pendant des années, il avait dépensé des fortunes en spécialistes renommés, équipements de pointe et traitements expérimentaux. Pourtant, les progrès les plus marquants venaient des techniques simples et de l'approche humaine de Jacques. « Vous êtes un homme surprenant, Jacques Lefebvre, » dit-il. « Et votre famille ? Votre mère et votre sœur vont bien ?» La question surprit Jacques,
qui ne s'attendait pas à ce qu'Antoine se souvienne de tels détails. Elles vont mieux grâce au salaire que vous me versez. Ma mère a commencé un traitement pour sa polyarthrite rhumatoïde, mais... Jacques hésita, ne voulant pas sembler ingrat. Antoine insista. Elle doit bientôt subir une opération. C'est coûteux, mais j'économise. Antoine allait répondre, probablement pour proposer une aide financière, quand la sonnette retentit. Madame Bernadette apparut, le visage tendu. « Monsieur, Madame Hélène est ici. » Le visage d'Antoine pâlit. Hélène, son ex-épouse et mère de Lucas, avait quitté la famille 5 ans plus tôt après le diagnostic de leur fils, ne maintenant qu'un contact sporadique, souvent par avocat interposé. « Papa, maman est là ?» demanda Lucas, mêlant espoir et appréhension. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Hélène Mericourt entra, élégante et assurée, comme à son habitude. Ses cheveux châtains impeccablement coiffés et ses vêtements de luxe trahissaient son train de vie opulent en France. « Lucas, mon amour, comme tu as grandi !» s'exclama-t-elle en s'approchant pour l'embrasser. Lucas resta figé face à ce geste inhabituel. Puis, elle adressa un regard froid à Antoine. « Nous devons parler. En privé. » Antoine acquiesça et s'excusa auprès de Jacques et Lucas. En s'éloignant, Hélène lança un regard intrigué à Jacques, visiblement surprise de le voir à la table familiale, un privilège rarement accordé au personnel. Après que Lucas fut reconduit dans sa chambre, Jacques passa près du bureau d'Antoine et entendit des voix élevées. Un soignant sans qualifications officielles, « Antoine, tu es sérieux ?» s'indignait Hélène. « C'est un excellent professionnel qui a obtenu plus de résultats en un mois que tous les spécialistes que tu as recommandés en des années », rétorqua Antoine avec une fermeté inhabituelle. « Ne sois pas ridicule. Lucas a besoin des meilleurs, pas d'une forme de charité déguisée. » Jacques sentit son estomac se nouer. Il savait que sa présence dérangeait certains employés, mais entendre ces mots de la mère de Lucas était douloureux. « Hélène, tu as abandonné Lucas quand il avait le plus besoin de toi », lança Antoine d'une voix contrôlée. « Ne viens pas maintenant remettre en question mes décisions pour son bien-être. »« Je ne l'ai pas abandonné », protesta Hélène. « J'avais besoin de m'éloigner pour assimiler. Tu sais que ça n'a jamais été facile pour moi. » « Et c'était facile pour Lucas ? Pour moi ?» Un silence tendu suivit. « Je suis de retour maintenant, » déclara enfin Hélène. « Et je veux reprendre ma place dans la vie de notre fils. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Antoine. « Peut-être ai-je compris certaines choses en mon absence. Et peut-être ai-je entendu parler des progrès extraordinaires de Lucas ces dernières semaines. » Jacques s'éloigna discrètement, ne voulant pas être surpris à écouter. Ce soir-là, dans son lit, il réfléchit à l'impact du retour d'Hélène sur son travail. Si elle reprenait le contrôle des soins de Lucas, sa place serait menacée. Tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément, surtout en ce début d'aventure. Dans les semaines qui suivirent, la tension au manoir Mericourt s'intensifia. Hélène s'installa dans la chambre d'amis, annonçant qu'elle resterait aussi longtemps que nécessaire pour veiller au bien-être de Lucas. En pratique, cela signifiait une surveillance constante et souvent critique du travail de Jacques. Elle remettait en question chaque technique, chaque adaptation, attribuant les progrès de Lucas au hasard ou à des traitements antérieurs qui, selon elle, commençaient à porter leurs fruits. « Monsieur Jacques, ne pensez-vous pas que vous surchargez Lucas avec toutes ces activités ?» demanda-t-elle un jour en observant une séance d'exercice adaptée. En réalité, Madame Hélène, Lucas réagit très bien à cette routine. « Le docteur Marc a validé ce programme, » répondit Jacques patiemment. « Peut-être, mais dans la clinique suisse que j'ai visitée récemment, on recommande une approche plus prudente. » Jacques inspira profondément. « Chaque cas est unique, madame. Ce qui fonctionne pour un patient peut ne pas convenir à un autre. Lucas répond bien à des stimulations plus exigeantes si elles sont introduites de manière ludique. » Hélène plissa les yeux, agacée d'être contredite par un employé. « Je comprends que vous avez de l'expérience avec votre sœur, monsieur Jacques, mais mon fils mérite une prise en charge basée sur la science, pas sur des essais et erreurs. » Lucas, qui avait suivi la conversation, intervint. « Maman, j'aime comment Jacques m'apprend. C'est amusant, et je fais des choses nouvelles tous les jours. » Hélène força un sourire. « Bien sûr, mon chéri. Je veux juste m'assurer que tu reçois les meilleurs soins. » Plus tard, Jacques surprit une conversation entre Hélène et Bernadette dans un couloir.
Il prend trop d'influence sur Lucas et Antoine, disait Hélène. Il faut surveiller chacun de ses gestes. La moindre erreur, même insignifiante, devra être notée. Je garde un œil sur lui, madame, répondit Bernadette. Mais il est très prudent. Il ne laisse jamais Lucas seul et respecte les recommandations médicales, même s'il les adapte de manière peu conventionnelle. Tout le monde fait des erreurs, Bernadette. Il suffit d'être attentive pour les repérer. Un frisson parcourut Jacques. On cherchait clairement à le discréditer. Ce soir-là, il reçut un appel de sa sœur, Juliana. « Jacques, maman ne va pas bien, dit-elle, inquiète. Le médecin dit que l'opération ne peut plus attendre. Il faut la programmer le mois prochain au plus tard. » Le cœur de Jacques se serra. Il avait épargné, mais il manquait encore près de la moitié du montant nécessaire. « Je trouverai une solution, je te promets. » « Comment va-t-elle ? » « Sous contrôle avec les médicaments, mais elle souffre beaucoup. Elle ne veut pas que tu t'inquiètes. Tu sais comment elle est. » Après avoir raccroché, Jacques pesa ses options. Il pourrait demander une avance à Antoine, mais cela reviendrait à admettre que son salaire, pourtant généreux, ne suffisait pas. Ou alors, un prêt bancaire, mais les intérêts grèveraient ses revenus futurs. Le lendemain, il décida de parler à Antoine. Il attendit le bon moment, alors que ce dernier examinait des documents dans son bureau. « Excusez-moi, monsieur Antoine, puis-je vous parler ?» Antoine leva les yeux, l'air fatigué. « Bien sûr, Jacques. Un problème avec Lucas ? » ?»« Non, monsieur. Lucas progresse bien. C'est personnel. » Avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone d'Antoine sonna. « Je dois répondre. C'est à propos de la fusion avec le groupe Mendonça. On reparlera plus tard. »« Bien sûr, monsieur, » répondit Jacques. Mais c'était urgent, et il le savait. Les jours suivants, Antoine fut accaparé par les négociations de la fusion, une opération à plusieurs milliards. Une nuit, alors que Jacques rangeait les médicaments de Lucas, il entendit des voix près de la chambre d'Hélène. Il aurait continué son chemin, mais son nom le fit s'arrêter. « Ce Jacques manipule la situation, » disait Hélène. « Antoine est aveugle. Il ne voit pas qu'il est utilisé. »« Que suggérez-vous » demanda Bernadette. « Montrer à Antoine qu'il n'est pas digne de confiance. Si je pouvais prouver qu'il néglige Lucas ou qu'il vole. »« Madame, c'est grave. Accusé sans preuve. Qui parle de fabriquer des preuves ?» coupa Hélène. « Il suffit de créer des situations où il pourrait échouer. Altérer les doses de médicaments, laisser un objet précieux sur son chemin pour voir s'il succombe. » Jacques s'éloigna, esséuré. Hélène était prête à nuire à son propre fils pour l'incriminer. Cette nuit-là, il prit une décision douloureuse. Il rédigea une lettre de démission, expliquant que des problèmes familiaux nécessitaient son retour immédiat. Il la laissa sur le bureau d'Antoine, rassembla ses affaires et se rendit dans la chambre de Lucas pour un dernier adieu. Le garçon dormait paisiblement, ignorant que Jacques ne serait plus là à son réveil. Les larmes aux yeux, Jacques déposa un carnet près du lit, contenant toutes leurs techniques et jeux. « Adieu, Lucas, » murmura-t-il. « Tu es plus fort que tu ne le crois. » Au milieu de la nuit, Jacques quitta le manoir en silence, une simple valise à la main. Son cœur était brisé, mais il n'avait pas d'autre choix. S'il restait, il risquait d'être accusé à tort, perdant son emploi et sa réputation. De retour dans le petit appartement qu'il partageait avec sa mère et sa sœur en périphérie de Paris, il fut accueilli par une madame Lucienne surprise. « Mon fils, que s'est-il passé ? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ?» Jacques serra sa mère dans ses bras, retenant ses larmes. « Je devais partir, maman. C'était mieux ainsi. Mais l'emploi, le salaire pour mon opération. Je trouverai un autre travail, promis, dit-il sans la regarder. Nous avons encore des économies. Tout ira bien. » Mais au fond, il savait que ce serait difficile. Des emplois comme celui chez les Mericourt étaient rares, surtout sans qualification formelle. Au manoir, la journée débuta dans une atmosphère lourde. Lucas fut le premier à remarquer l'absence de Jacques lorsque Bernadette vint l'aider. « Où est Jacques ? » demanda-t-il, confus. « Il a dû partir, mon cher, » répondit la gouvernante avec une fausse compassion. « Il a laissé une lettre de démission. » « Non, il ne serait pas parti sans me dire au revoir, »
protesta Lucas, agité. Calme-toi, intervint Hélène, entrant dans la chambre. Les gens vont et viennent. Ce n'était qu'un employé. C'était mon ami, cria Lucas, en larmes. Je veux parler à papa. Quand Antoine apprit le départ de Jacques, il fut sincèrement surpris. Il relut plusieurs fois la lettre, cherchant à comprendre. Ça n'a pas de sens, murmura-t-il. Il semblait s'y attacher. Peut-être a-t-il trouvé mieux, suggéra Hélène, observant son ex-mari. Ou peut-être a-t-il réalisé qu'on lui demandait trop. Lucas est dévasté, dit Antoine, inquiet. Il refuse l'aide des autres employés. Ce n'est qu'une phase, assura Hélène. J'ai contacté une spécialiste suisse qui arrivera la semaine prochaine. Elle a des méthodes révolutionnaires. Antoine acquiesça distraitement, perturbé par ce départ inexplicable. Quelque chose clochait, mais avec la fusion en cours, il n'avait pas le temps d'enquêter. Les jours suivants furent difficiles. Lucas sombra dans une dépression silencieuse, refusant les activités qu'il faisait autrefois avec enthousiasme. Les spécialistes signalèrent des reculs préoccupants dans son état physique et émotionnel. Il a abandonné, rapporta le docteur Marc après une séance frustrante. C'est comme s'il avait perdu toute motivation. Déchiré entre son inquiétude pour son fils et ses obligations professionnelles, Antoine commença à rentrer plus tôt, tentant de combler l'absence de Jacques. Une nuit, en aidant Lucas à se préparer pour dormir, il remarqua le carnet laissé par Jacques. « C'est quoi ?» demanda-t-il, feuilletant les pages. « Jacques l'a laissé pour moi, » répondit Lucas, la voix nouée. « Ce sont nos activités et exercices. » Antoine passa des heures à lire les annotations méticuleuses, description des techniques, observations sur les progrès de Lucas, petits dessins explicatifs. La dernière page contenait un message personnel. « Lucas, souviens-toi que ta condition ne définit pas qui tu es ni ce que tu peux accomplir. Tes limites sont des points de départ pour tes réussites. Ce fut un honneur de t'accompagner et de voir ton courage. Continue d'avancer, même quand c'est difficile. Je serai toujours là pour te soutenir. Avec affection, Jacques. » Ces mots touchèrent Antoine profondément. Ce n'étaient pas les paroles de quelqu'un qui abandonne par caprice. Il y avait autre chose, et il décida de découvrir quoi. Le lendemain, ignorant les protestations d'Hélène, il se rendit à l'adresse de Jacques, dans un quartier modeste à l'est de Paris. Après avoir navigué dans des rues étroites, il arriva devant un petit immeuble résidentiel, en contraste total avec son manoir. Il frappa à la porte de l'appartement 304. Une jeune femme en fauteuil roulant ouvrit, le regardant avec curiosité. « Bonjour, je cherche Jacques Lefebvre, » dit Antoine, soudain mal à l'aise dans son costume coûteux. « Mon frère est sorti pour un entretien d'embauche, » répondit-elle, qu'Antoine devina être Juliana. « Puis-je vous aider ?» Je suis Antoine Mericourt, son ancien employeur. Les yeux de Juliana s'écarquillèrent. « Le père de Lucas ? Entrez, maman va vouloir vous rencontrer. » L'appartement était petit, mais impeccable, décoré de photos de famille montrant Jacques à différents âges, toujours avec son sourire bienveillant. Madame Lucienne, fragile mais au regard déterminé, l'accueillit dans le salon. « Monsieur Mericourt, quelle surprise ! Du café ? Ce n'est pas nécessaire, madame. Je veux comprendre pourquoi Jacques a quitté son emploi si soudainement. » Juliana et Lucienne échangèrent un regard confus. « Il nous a dit qu'il avait été licencié, » révéla Juliana. « Un malentendu. »« Licencié ? Non, il a démissionné, » corrigea Antoine. « Ça n'a aucun sens, » dit Lucienne. Jacques n'aurait jamais abandonné ce garçon. Il parlait de Lucas comme d'un petit frère. La conversation fut interrompue par l'ouverture de la porte. Jacques entra, épuisé, et se figea en voyant Antoine. « Monsieur Mericourt ? Que faites-vous ici ? Je veux comprendre pourquoi vous avez abandonné mon fils sans explication. Lucas est dévasté. Il a régressé dans ses progrès. » Jacques pâlit. « Je suis désolé. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Je pensais que vous teniez à Lucas. »« J'y tiens. Plus que vous ne l'imaginez, » s'exclama Jacques, ému. Il hésita, regardant sa mère et sa sœur. « Pouvons-nous parler en privé ?» Dans le couloir extérieur, Jacques révéla la vérité.
La conversation entendue entre Hélène et Bernadette, leur plan pour l'incriminer, sa peur d'être accusé à tort. Si j'étais accusé de négligence ou de vol, je perdrais tout, pas seulement cet emploi. Antoine écouta, le visage durcissant. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Vous étiez occupé avec la fusion, et je n'étais pas sûr que vous me croiriez plutôt que la mère de votre fils. Antoine reconnut une part de vérité dans ces mots. Et votre mère? Juliana a parlé d'une opération. Jacques soupira. Polyarthrite rhumatoïde avancée. L'opération coûte 100 000 reais. J'économisais, mais maintenant. C'est pour ça que vous vouliez me parler ce jour-là? Oui. J'allais demander une avance, mais après avoir entendu Hélène, j'ai préféré partir. Antoine resta silencieux, assimilant tout. J'ai commis une erreur en ne voyant pas ce qui se passait chez moi, admit-il. Lucas a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Je ne sais pas si je peux revenir avec Madame Hélène. Laissez-moi gérer Hélène, assura Antoine. Quant à l'opération de votre mère, considérez-la réglée. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas de la charité, Jacques. C'est un investissement dans le bien-être de mon fils et une façon de me racheter. 2 jours plus tard, Madame Lucienne fut admise dans un des meilleurs hôpitaux de Paris. L'opération fut programmée avec une équipe renommée, choisie par Antoine. Après réflexion, Jacques accepta de revenir chez les Mericourt, mais posa des conditions. Autonomie pour son programme d'activité avec Lucas et visite régulière de Juliana pour la thérapie sociale de l'enfant. Antoine accepta tout, mais savait que le défi serait Hélène. Quand il annonça le retour de Jacques, Hélène réagit comme prévu. « Tu as perdu la tête ? Ramener un employé qui a quitté son poste sans explication ? Il avait ses raisons, qui ont beaucoup à voir avec certaines conversations que tu as eues avec Bernadette. » Hélène pâlit. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Tu le sais très bien. Et sache que si quoi que ce soit arrive à Jacques ou Lucas dans des circonstances suspectes, je saurai à qui m'adresser. Tu me menaces ? Je protège mon fils. Ce que tu aurais dû faire au lieu de fuir quand les choses sont devenues difficiles. » Hélène recula, comme giflée. Le retour de Jacques fut accueilli avec joie par Lucas, mais avec des réactions mitigées des employés. Bernadette, consciente qu'Antoine surveillait ses agissements, garda ses distances. À la surprise générale, Hélène ne partit pas. Elle observa en retrait les interactions entre Jacques et Lucas, toujours présentes. Chers auditeurs, si cette histoire vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément en ce début d'aventure. Reprenons. Au fil des semaines, la vie au manoir trouva un nouveau rythme. Jacques reprit son travail avec Lucas, introduisant de nouvelles activités et collaborant avec des spécialistes. Lucas progressa rapidement, rattrapant le temps perdu. Antoine réorganisa ses engagements pour passer plus de temps à la maison. La fusion avec Mendonça conclue, il participa aux séances de thérapie de son fils, apprenant des techniques simples auprès de Jacques. « Regarde, papa !» s'exclama Lucas un après-midi, tenant un crayon avec assurance. « Je dessine notre famille. » Antoine observa le dessin, Lucas au centre, lui et Hélène d'un côté, Jacques et une silhouette en fauteuil roulant, probablement Juliana, de l'autre. « Quelle belle famille !» dit-il, ému. « Jacques m'a dit qu'une famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, mais ceux qui prennent soin de nous avec amour, » expliqua Lucas. Ces mots firent réfléchir Antoine sur ce qu'il avait négligé dans sa quête de succès. Un changement inattendu survint quand Hélène manifesta un intérêt sincère pour les techniques de Jacques. Méfiant, Jacques garda ses distances, mais perçut un changement. « Monsieur Jacques, pourriez-vous m'apprendre à aider Lucas pendant les repas ?» demanda-t-elle avec humilité. « Bien sûr, Madame Hélène » répondit-il, surpris. Pendant la leçon, Hélène se montra attentive. Quand Lucas accomplit une tâche difficile, elle pleura. « J'ai été absente si longtemps » murmura-t-elle. « J'ai manqué tant de moments. » Jacques lui offrit une perspective. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, madame. Lucas a toute la vie devant lui, et vous pouvez en faire partie. » Cette conversation marqua une trêve. Hélène ne parla jamais de son plan, mais son changement d'attitude parlait pour elle. Elle s'impliqua dans la routine de Lucas, apprenant avec engagement. L'opération de Madame Lucienne fut un succès, et sa convalescence progressait.
Jacques pouvait lui rendre visite régulièrement grâce à la flexibilité d'Antoine. Lors d'une visite, il trouva Hélène en conversation avec sa mère. « Madame Hélène, que faites-vous ici ? Je voulais rencontrer votre mère et la remercier d'avoir élevé quelqu'un d'aussi spécial, répondit-elle simplement. La semaine suivante, Hélène organisa une visite de Lucas à l'hôpital pour rencontrer Lucienne et Juliana. Lucas se lia immédiatement à Juliana. « Ton frère m'a appris à manger tout seul, dit-il fièrement. Maintenant, je ne salis presque plus mes vêtements. Il m'a appris ça aussi quand j'étais petite, répondit Juliana, souriante. Pendant que les enfants discutaient, Hélène s'adressa à Jacques. « Je veux te demander pardon. Pour ce que j'ai dit, ce que j'avais l'intention de faire. C'était impardonnable. » Jacques, surpris, demanda « Qu'est-ce qui a changé ?» Hélène regarda Lucas, riant avec Juliana. « J'ai compris que j'agissais par orgueil, pas par amour. En fuyant en Europe, je me suis convaincu que c'était mieux. Mais je fuyais ma douleur face à la condition de Lucas. Te voir avec lui, vos progrès, m'a montré ce que j'avais gâché. Au lieu d'admettre mon erreur, j'ai essayé de te saboter. » Jacques ne s'attendait pas à tant de sincérité. « Nous faisons tous des erreurs, Madame Hélène. L'important est de les reconnaître et de faire mieux. C'est ce que je compte faire. Si tu acceptes de m'apprendre. » Ce moment marqua un tournant. Hélène s'impliqua sincèrement et Jacques put travailler sans obstacle. Mais cette paix fut de courte durée. Un matin, Antoine reçut Sergio Mendonça, son partenaire après la fusion. « Nous avons un problème », annonça Sergio, jetant un magazine sur la table. Le titre sensationnaliste proclamait « Le milliardaire et le serveur, la mystérieuse relation entre Antoine Mericourt et son employé favori ». L'article, rempli d'insinuations, suggérait des motivations douteuses et critiquait l'embauche de Jacques sans sélection formelle. « Qui ferait ça ?» murmura Antoine, indigné. « La question est, comment gérer ça ?» répondit Sergio. « Les actionnaires sont nerveux. L'image de l'entreprise est en jeu. »« Je ne renverrai pas Jacques, » déclara Antoine. « Je ne propose rien d'aussi radical. Peut-être une réorganisation, un rôle plus discret. Mon fils a progressé grâce à lui. Je ne le traiterai pas comme un secret honteux pour rassurer des investisseurs. » Quand Sergio partit, Antoine réfléchit à l'origine de l'article. La réponse vint via un appel de Bernadette. « Monsieur Mericourt, c'est Bernadette. Vous avez vu l'article. »« C'était vous ?» demanda-t-il. « Oui, » admit-elle après un silence. « Après 30 ans de loyauté, j'ai été mise de côté. J'ai consacré ma vie à votre famille et un simple serveur a tout changé. Mes avis, mon expérience, plus rien ne comptait. »« Personne ne vous a mise de côté, » protesta Antoine. « Je suis désolé que vous vous soyez senti dévalorisé. Trop tard pour les excuses. J'ai donné mon interview et ma démission. Je pars aujourd'hui. » Elle raccrocha. Le scandale affecta d'autres domaines. Des investisseurs s'inquiétèrent, des clients posèrent des questions, la famille d'Antoine devint indiscrète. Jacques envisagea de partir. « Je cause plus de problèmes que de solutions, » dit-il à Antoine. « Hors de question, » répondit ce dernier. « Je ne laisserai pas mon fils souffrir à cause de préjugés. » Hélène, présente, proposa « Pourquoi ne pas contre-attaquer ? Transformons ce scandale en message positif. Montrons l'impact de Jacques sur Lucas. » Cette idée donna naissance à un plan audacieux, un atelier sur les techniques innovantes pour enfants atteints de paralysie cérébrale, où Lucas et d'autres démontreraient leurs progrès. Antoine invita spécialistes, familles et la presse. L'événement se tiendrait dans le jardin du manoir. Jacques, d'abord réticent, adhéra en voyant le potentiel pour aider d'autres familles. Il travailla avec Lucas pour préparer des démonstrations et Juliana participa, apportant sa perspective. Le jour de l'événement, sous un soleil radieux, des familles arrivèrent, accompagnées d'enfants en fauteuil roulant. La presse, attirée par un potentiel scandale, découvrit une démonstration émouvante. Lucas monta sur l'estrade avec Jacques. « Bonjour, je m'appelle Lucas Mericourt, j'ai 12 ans, et je veux vous montrer ce que j'ai appris avec Jacques. » Il réalisa des tâches autrefois impossibles. Tenir des objets, se déplacer, faire quelques pas avec un support. Chaque réussite déclenchait des applaudissements. Des parents regardaient, pleins d'espoir.
Antoine prit la parole. Pendant des années, j'ai cru que l'argent résolvait tout. J'ai engagé les meilleurs spécialistes, acheté les équipements les plus modernes. Rien n'a apporté à Lucas ce que Jacques a accompli avec des techniques simples et une compréhension véritable. Certains ont critiqué mon choix d'embaucher quelqu'un sans qualification. La vérité est simple. J'ai trouvé quelqu'un qui voit mon fils comme un être humain capable d'évoluer, pas comme un problème. Hélène rejoignit Antoine sur scène. J'ai échoué en fuyant quand Lucas avait besoin de moi. L'exemple de Jacques, qui n'a jamais abandonné face aux défis de sa famille, m'a montré ce que signifie aimer un enfant. L'événement, prévu pour 2 heures, dura tout l'après-midi. Les familles partagèrent leurs expériences, les enfants jouèrent, les spécialistes discutèrent de nouvelles approches. Ce qui commença comme une réponse à un scandale devint le germe d'un projet plus grand. Des parents demandèrent à accéder aux techniques de Jacques. « Nous devons faire ça régulièrement », dit Hélène. Antoine, jusque-là focalisé sur son empire financier, trouva une nouvelle ambition, utiliser ses ressources pour changer des vies. Cette nuit-là, épuisés mais comblés, Antoine, Hélène, Jacques et Lucas s'assirent sur la terrasse. « Merci, Jacques, pour avoir aidé mon fils et m'avoir montré ce qui compte vraiment », dit Antoine. Jacques sourit, gêné. « Je n'ai fait que ce que je crois juste. Mais j'ai besoin de votre aide pour la prochaine étape. Je veux créer une fondation, un centre où des enfants comme Lucas recevront l'attention que vous offrez, où les familles pourront apprendre et se soutenir. » « Une fondation ?» répéta Jacques, surpris. « Oui, et j'aimerais que vous la dirigiez en développant des programmes basés sur votre expérience. » Jacques fut déstabilisé. « Monsieur Mericourt, je n'ai pas de formation, pas de diplôme. »« Vous avez des résultats et de l'empathie, » intervint Hélène. « Les diplômes viendront si nécessaire, mais votre don est unique. » Lucas ajouta, « S'il vous plaît, Jacques, vous pourriez aider d'autres enfants comme moi, comme Juliana. » Cet argument le toucha. Il promit d'y réfléchir. Après avoir consulté sa famille, qui l'encouragea, et d'autres soignants, Jacques accepta, à une condition, que la fondation soit accessible à toutes les familles, même celles qui ne peuvent pas payer. « C'était exactement mon idée, » répondit Antoine. « La fondation Lucas Micourt sera inclusive. » Lucas Micourt, s'étonna Jacques. « Oui, grâce à lui, nos vies ont changé, et son nom touchera d'autres vies. » Dans les mois suivants, le projet avança. Antoine acheta un terrain au sud de Paris pour le siège de la fondation. Des architectes spécialisés conçurent un espace accessible. Jacques, d'abord incertain, surpris par son leadership et sa vision. Il recruta une équipe diversifiée, mêlant experts et soignants expérimentés. Juliana rejoignit l'équipe, inspirant les adolescents par son exemple. L'inauguration, 1 an après l'événement dans le jardin, fut un tournant. Des familles, déjà bénéficiaires des activités préliminaires, étaient présentes. Le quartier, d'abord méfiant, célébra cet espace créateur d'emplois et de services. Antoine, Hélène et Lucas coupèrent le ruban. Lucas, plus confiant, utilisa son déambulateur pour se placer entre ses parents sans aide. Cette image devint le symbole de leur transformation. Jacques resta en retrait, mais Antoine insista pour qu'il rejoigne les photos. « Tu fais partie de tout ça. Partie de nous. » La fondation Lucas Micourt devint une référence pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Son modèle, mêlant technique et humanité, attira l'attention nationale. Antoine trouva une satisfaction plus profonde que dans ses affaires. Hélène, ambassadrice, partagea son parcours, aidant d'autres parents. Lucas, catalyseur de cette transformation, inspira les autres enfants. Jacques, le serveur, trouva sa vocation, ses techniques bénéficiant à des centaines de familles. Un après-midi, observant les enfants dans la salle polyvalente, Jacques fut rejoint par Antoine. « Je me demande parfois ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas travaillé ce soir-là au restaurant, » dit-il. « J'y pense aussi, » admit Jacques. « Tant de coïncidences. »« Ce n'est pas une coïncidence, » répondit Antoine, regardant Lucas jouer. « Certaines personnes entrent dans nos vies quand nous en avons le plus besoin. » Jacques sourit. « Moi aussi, j'avais besoin de vous, de cette opportunité pour trouver mon but. » Lucas s'approcha, suivi d'Hélène. « Papa, Jacques, venez voir. J'ai appris à Marine à utiliser le déambulateur comme vous me l'avez appris. » En les suivant, Jacques réfléchit à cette chaîne d'événements.
Un geste de bonté dans un restaurant s'était transformé en un parcours de croissance pour tous. Le milliardaire apprit que sa richesse était dans le sourire de son fils, la mère trouva le courage d'affronter ses peurs, l'enfant découvrit ses capacités, et le serveur, en faisant ce qu'il croyait juste, changea des centaines de vies. Ce qui commença au restaurant Bellevue continuait à se déployer, vie après vie, à la fondation Lucas Micourt et au-delà. Pour les nouvelles familles arrivant, souvent désespérées, la devise officieuse résonnait. Ici, nous ne voyons pas de limitation, mais des points de départ pour des possibilités inimaginées. Des mots résumant le parcours d'un milliardaire, d'un serveur noir et d'un enfant qui, ensemble, découvrirent que les connexions humaines les plus improbables produisent les transformations les plus puissantes. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire émouvante? Partagez dans les commentaires si vous avez rencontré quelqu'un comme Jacques, qui a transformé des vies. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires touchantes.